Pierre, après le film, on se retrouve pour le livre. Ouais. Alors, est-ce que c'est une suite? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre qu'on n'avait pas vu dans le film déjà? Bon, c'est déjà un vecteur d'émotions différents un peu, parce que le film c'est une construction scénaristique, hein, même si c'est un documentaire, c'est 90 minutes maximum un film, donc on doit construire une identité, un drama sur 90 minutes, c'est vraiment très différent d'un livre. Et là, en fait, finalement, le livre, il est un peu à 3 niveaux, c'est-à-dire il y a le visuel, quoi. Il y a vraiment une très riche. Très beau livre, ouais. Tu vois, il y a des choses qui mettent aussi en lien la société de cette époque, avec la révolution running, etc., de manière beaucoup plus directe que dans le livre. Et puis, il y a vraiment une iconographie, comme on ne la voit pas dans le film, parce que le film, c'est des archives audiovisuelles. Là, c'est vraiment des photos. Et justement, ces photos, je te coupe, tu les avais déjà sous le coude pour le film ou alors vous les avez cherchées spécifiquement? Alors, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà à disposition pour le film, mais qui étaient tellement nombreux. Tu vois, ça, c'est des vieux magazines d'athlétisme, donc athlétisme piste traditionnel, à l'époque un peu encore où la piste était vraiment tout. Et en fait, il y avait beaucoup de ces photos sont issues des archives que j'avais récupérées de Spiridon à travers Noël Tamini. Et il m'avait donné des tas de cartons, etc. Bien sûr, je n'avais pas pu utiliser à de très rares exceptions près pour le film. Et là, je les ai utilisés. Puis aussi, il y a ces pages, en fait, à chaque époque de la Révolution correspond pour moi à une espèce de film qui est un peu l'instantané de ce moment de la Révolution. Et il y a des doubles pages sur les films qui, à mon avis, sont les grands films de l'histoire du running et de chacune des étapes de cette révolution du running, à savoir alors les chariots de feu pour les temps d'avant, la solitude du coureur de fond, Marathon Man, etc., etc. Donc il y a pas mal, il y a un regard un petit peu différent et c'est aussi très très bien, il y a une espèce de fil rouge qui est lié par les citations. Enfin, des citations fortes c'est vrai qu'on les retrouve de l'histoire du running que j'ai retrouvé par rapport à toute cette révolution. Et la première, celle que je préfère, je vais la lire quand même parce que celle-là elle est quand même assez incroyable, c'est par rapport à Nike, cette histoire, cette marque qui en fait aujourd'hui est la plus grande marque, c'est l'une des plus grandes marques connues, toutes dimensions confondues, et qui pourtant est née dans le running déjà, mais aussi est née de rien, quoi. C'est une marque un peu beatnik, c'est une marque un peu antisociale des années 70. Et quand Nike commence à prendre un peu d'ampleur, donc ça c'est le fondateur de Nike, Phil Knight, il a la gueule de l'emploi. Et donc eux, ils ont failli faire faillite plusieurs fois. C'était un petit peu des fous au début. Et puis au fin des années 70, à l'époque, il n'y avait que Adidas. Adidas inondait tout le marché. Il y avait que, et puis des petites marques qui apparaissaient, comme New Balance, comme Brooks, comme Onitsuka Tiger, l'ancêtre d'Asics au Japon. Mais en 78, Nike émerge enfin et devient le premier, quelque part, un petit concurrent à Adidas. Et Phil Knight écrit cette phrase absolument incroyable. Notre industrie, c'est un peu Blanche-Neige et les 7 nains, et l'année prochaine, enfin, l'un des nains va se taper Blanche-Neige. J'adore cette situation. C'est vraiment Nike qui arrive sur le marché et qui va commencer à bousculer Adidas. Dans des phrases punk, parce qu'on est en 78, Exactement. on est en plein dedans dans la contre-culture et les gens qui osent. C'est ça, comme les fameuses phrases mythiques de Tamini. Le jour, c'est quand les courses à pied ont commencé à se multiplier le week-end que les églises ont commencé à se vider, quoi. Tu vois, c'est génial. Et il y a toujours une part de vérité dans ces citations. Et ce livre, en fait, il est né comment? Je veux dire par là, tu avais l'idée déjà au moment du film, c'est venu après? Pas du tout. En fait, au moment du film, il y a eu tout cet engouement pour le film, les gens ressortaient du film avec beaucoup d'enthousiasme, et l'éditeur, l'un des éditeurs de la maison Hugo, qui est vraiment une maison d'édition qui a assez aussi, qui essaie d'ouvrir un peu des nouvelles voies, c'est une maison d'édition assez jeune, qui a une quinzaine d'années d'existence, et m'a dit ouais, mais il y a vraiment un livre à faire sur ce film, il y a une esthétique visuelle, avec ce mouvement. Donc le gars, Spiridon. pour qu'on comprenne, tu ne le connaissais pas, il a vu ton film, il est tombé sous le charme et il t'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit il faut faire un film. Je lui ai dit ouais, moi. Parce que moi je suis historien à la base, donc jusqu'au début des années 2000 je faisais des livres.
j'écrivais des livres, de textes. Et après, je me suis lancé à 100% dans le cinéma. Et depuis, je suis plus retombé dans le livre, entre guillemets. Et là, lui, il voulait faire un livre. Ouais. Et puis bon, j'ai hésité pas mal et il a réussi à me convaincre. Je me dis, ouais, ça peut faire effectivement une belle chose. Et tu as commencé quand l'écriture, qu'on comprenne un peu? Ben, en fait, il y a un autre livre qui va sortir au mois de mars chez Artaud, qui est un livre purement texte, qui est un peu une espèce de journal de tournage sur les personnages du film, etc., la manière dont je les ai rencontrés, j'ai pris contact avec eux. Et au moment après le film, tant Artaud pour ce texte que Hugo pour ce beau livre avec des images, etc., m'ont contacté. Et puis j'ai hésité un petit peu, et puis finalement, pour être totalement honnête avec toi, j'ai un peu traîné. J'arrivais pas à m'y mettre, il a fallu digérer Free to Run, il y avait d'autres projets. Et donc j'ai vraiment commencé à m'y mettre il y a une année. Donc je me suis servi de textes existants, du moment des recherches du film, mais tu devenais pas dingue, parce qu'en fait les sujets sont similaires entre les deux. Oui. Tu disais, non mais ça je le mets dans quel livre? Tu exactement, vois, je nourrissais un peu l'un avec l'autre. Là c'est vraiment, il y a beaucoup de textes, on peut lire toute l'histoire de Free to Run, mais c'est des textes qui sont un petit peu résumés, c'est ça qui est intéressant. On peut lire à travers les citations, à travers les images et à travers les textes courts, toute l'histoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il existe encore des rebelles, à ton avis? Ou c'est fini tout ça en fait? C'est assez rigolo parce qu'au moment de la sortie de Free to Run, on croisait des gens qui couraient, en allant courir dans les parcs, et ici à Paris en particulier, je me rappelle à un moment de la sortie. Et puis, avec ma copine, on se disait, lui, il est Free to Run, etc. C'était les gars qui étaient qui étaient habillés un petit peu à l'ancienne, sans avoir trop le dernier t-shirt, etc., avec le textile respirant et tout, qui n'étaient pas forcément en train d'écouter de la musique, mais justement qui se laissaient un peu aller à la nature, etc., qui avaient peut-être un look un peu déjanté. Et il en existe encore. Parce qu'en fait, finalement, on croit que la course à pied aujourd'hui, c'est les compétitions, c'est les grands marathons, c'est les muds, c'est les color runs, etc. Donc tout ce truc un peu très marketing. En fait, ce qu'on oublie, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, et tu le sais toi Jean-Pierre, c'est que la plupart des gens qui courent, la majorité des gens qui courent, mettent jamais de dossard. Ils courent pour eux, ils rendent de compte à personne, ils vont dans la nature, et ces gens-là sont quelque part un petit peu rebelles par rapport à ce qu'on essaye aussi aujourd'hui de leur vendre quelque part. Ils sont en opposition avec tout ça. Et pour moi, c'est des rebelles du quotidien. Mais des rebelles, il y en existe encore. La course à pied est un truc tellement incroyable en termes de facilité, de pratique, que à la fois les femmes qui, dans les pays où elles n'ont pas le droit de faire du sport, où elles doivent sortir voilées, etc., se mettent à courir pour elles-mêmes et à s'afficher en tant que coureuses, elles, ce sont des rebelles. Mais une personne qui, un jour, a une vie hyper sédentaire, a du surpoids, fume et se dit un jour je me prends en main et un jour je vais courir un marathon, elle est rebelle aussi. C'est une forme de rébellion par rapport justement à quelque chose au carcan, etc. Et c'est assez exceptionnel. Et forcément, c'est pas les rebelles à la Che Guevara ou à la Steve Prefontaine, mais c'est des rebelles du quotidien. Sûr, donc il existe, et ce sport, dans sa magie, dans sa simplicité, nourrit le foisonnement et la naissance de rebelles du quotidien. On parle de rebelles, mais on pourrait faire le parallèle avec le trail, qui est une discipline naissante où les codes ont été réinventés. On trouve pas mal de passerelles avec le jogging, le running, la course à pied. C'est-à-dire qu'ils sont affranchis des règles, la FFA a mis la main dessus. Et est-ce que tu en parleras un jour de ça, en fait, du trail, où il y a pas mal d'icônes un peu rebelles aussi là-dedans? Est-ce que c'est un sujet qui te touche, que tu pratiques et qui t'inspire? C'est clair qu'aujourd'hui, en tant que coureur, moi j'étais compétiteur sur la piste, etc. Ce que j'aime par-dessus tout, alors c'est pas forcément mettre un dossard, mais c'est courir dans la nature, dans la montagne. J'habite à Genève, à côté de Chamonix, à côté des Alpes, etc. Donc c'est top. Très honnêtement, ce que j'avais envie de dire par rapport à la course à pied, sa révolution, son évolution, je l'ai dit dans Free to Run. Donc je suis pas, faut jamais dire jamais, mais au jour d'aujourd'hui, je pense pas que je reparlerai de ça. Après, les gens, dans toutes les plus de 100 avant-premières que j'ai fait autour de Free to Run en France, en Suisse et en Belgique, les gens me demandaient souvent « Ah, mais et le trail, qu'est-ce que vous en pensez? Et le trail, vous en avez pas trop parlé, etc. » Alors, je leur expliquais que c'était pas vraiment le sujet, pour moi, du film. Mais ce que j'avais tendance à dire, c'est que finalement, cette révolution du running, ce passage de quelque chose de très rebelle, justement, de très
anti-establishment, à quelque chose un peu de presque aussi par moment bien pensant et aussi très commercial qui s'est fait sur 40 ans, finalement, le trail l'a connu en 10 ans. Et tout va beaucoup plus vite dans notre société, et ce trail, on est passé aussi en 10 ans, alors bien sûr, il y a aussi tous les cas de figure, mais de quelque chose d'extrêmement marginal à quelque chose qui est très 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 large. J'attendais pour te relancer là-dessus, pour faire le parallèle entre Préfontaine et le trail. Là, c'est qu'aujourd'hui, on dit, les athlètes vont devenir professionnels et on va les payer. Et beaucoup disent, mais non, c'est un scandale, vous allez tuer notre sport si on les paye. Mais les gars, ce discours, on l'a déjà eu il y a 30 ans. Exactement. Dans la course à pied, mais dans le rugby, dans plein de domaines. Et aujourd'hui, plus personne ne reviendra en arrière. Et là, les trailers, certains trailers eux-mêmes disent, mais non, ça va tuer notre sport si on devient... Alors que les gars, ce sont des galériens. Ouais. Il y en a très peu. Paraît-il, en France, il n'y en a même pas 5 qui gagnent le SMIC au monde. Ouais, et tous ont un métier à temps plein à côté. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des athlètes de l'équipe Salomon, je ne vais pas citer de nom pour ne pas leur faire de peine, mais je lui disais, mais pourquoi à un moment donné, tu ne prends pas une année sabbatique et tu ne fais que ça? Mais il me dit, parce que je ne peux pas. Je suis obligé de travailler à côté. Mon sponsor me paye des chaussures, me paye des déplacements, mais je n'ai pas de salaire. Ouais. Et on se dit, waouh, quand on voit la somme d'entraînement que ça nécessite. Donc en fait, il y a ce parallèle-là, mais ça va s'accélérer beaucoup plus vite. Comme tu dis, leur révolution, ils vont la faire en 10 ans. Ouais, alors après, ce qui est très intéressant, c'est que chaque chose contient un peu son contraire, c'est-à-dire des choses positives et des choses négatives. Ce serait logique, comme il y a 30 ans avec Préfontaine, etc., que les gens qui s'entraînent, comme des artistes, comme des top managers, pour être au sommet de leur art, soient payés ou retrouvent quelque chose pour le faire, à la hauteur de leurs compétences. Puis en même temps, il y a cet esprit de liberté, de gratuité qu'on veut préserver. Mais quelle serait la conséquence, entre guillemets, positive d'une ouverture financière? Ce serait comme ce qui s'est passé dans les années 80 où il n'y avait pas du tout d'Africains, c'est-à-dire que le niveau va exploser, c'est-à-dire que ça va s'universaliser. Les Africains courent pour nourrir leur famille, et dès qu'il y aura de l'argent dans le trail, eh ben, ils vont commencer à s'entraîner spécifiquement. Là, des fois, ils n'ont pas beaucoup de succès parce que finalement, ils y vont un peu comme ça pour voir et il n'y a pas d'argent. Mais le jour où ils s'entraînent spécifiquement, ils ont des telles qualités physiques qui vont briller. Au début, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On fait un parallèle avec la route. Au niveau de la piste, le 5000 et 10 000, c'est terminé. Parce qu'il y a de l'argent que pour un gars ou deux. Tous les gens vont directement au marathon, au semi-marathon, et on voit le niveau que ça a. C'est pas forcément lié au dopage que les temps explosent sur marathon. C'est tout simplement parce que l'argent, il est sur marathon maintenant. Donc les vrais talents, en particulier les talents qui viennent des plateaux de l'Est africain, eh ben, ils vont sur le marathon. Bon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Bon, je crois qu'on pourrait y passer la journée. Ouais. Merci Pierre. Merci Jean-Pierre.